qui au fond n'était pas plus mal. Je voudrais quand même féliciter le Sésame d'avoir créé ce prix, vous faire remarquer que les lauréats sont essentiellement des universitaires et qu'en ces temps de Parcoursup et d'université bashing en France, il n'est pas mauvais de rappeler que l'université, avec ses modestes moyens, fait largement et plus que largement jeu égal avec les grandes écoles. Il n'est pas mauvais de le rappeler. Alors, nous terminons toujours par un keynote speaker qui nous permet d'aller un peu au-delà des problèmes, je dirais, quotidiens du monde de l'assurance. Et cette année, nous avons le plaisir de recevoir Christine Kerdelan. Christine Kerdelan est la directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Quelques mots sur le parcours de Christine Kerdelan. Nul n'étant parfait, elle a fait HEC, donc c'est une grande école, d'accord, l'université aurait peut-être été encore mieux. Elle a commencé sa vie professionnelle dans le monde du transport, puisque pendant quelques courtes années, elle fut cheminote au Cernam, avant que d'aller quand même dans le monde de la presse, à Jeune Afrique, à l'entreprise, au Figmac. Elle a été rédactrice en chef adjointe de l'Express. Elle a été quasiment la dernière patronne d'un titre mythique pour tous les économistes, fondé par Jean Boistonnat et Servan-Schreiber, qui était l'Expansion, qui malheureusement a disparu. Elle est aujourd'hui directrice générale directrice de la rédaction, de l'Usine Nouvelle. Vous la voyez souvent d'ailleurs dans Les Étranges Lucarnes. Et elle vient de publier un livre tout à fait remarquable, Le suicide du capitalisme, qui est une bonne introduction à la question que nous lui avons posée, puisque le thème de ce rendez-vous, c'était 10 ans après la crise. Eh bien oui, que s'est-il passé sur ces 10 dernières années? Le capitalisme qui était en train, il y a 10 ans, de battre sa coulpe, de dire non, 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 plus jamais ça, est-il en train, de manière un peu irrépressible, de recommencer et d'aller vers son suicide? Christine, à vous. Merci Philippe. Bonsoir à tous. On m'avait dit que vous étiez fatigué, que vous aviez été gavé de chiffres. Bon, ce n'est pas le score de la France qui a dû vous fatiguer trop, mais on m'avait dit que vous ne tiendriez pas jusqu'au bout parce qu'après, vous avez un cocktail, etc. Donc, je me suis dit que j'allais juste vous montrer des images. Et on va passer, il y aura une dizaine d'images, on va passer 3 minutes sur chaque image. Simplement, je préviens les âmes sensibles, c'est des images qui peuvent choquer. Alors, on m'a demandé, comme le disait Philippe, de donner mon point de vue sur la crise 10 ans après, et surtout sur ce qui nous attend. Je pense que nous n'avons pas tiré les leçons de la crise des subprimes. Et à cause de cela, il est possible que la crise ne soit pas derrière nous, mais devant. Je pense que ce n'est pas par hasard si les populistes arrivent au pouvoir, en Italie, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, ou si en Angleterre, ils ont poussé au Brexit. Ils sont à la fois le signe avant-coureur et, je dirais, l'accélérateur, le catalyseur de ce qui pourrait être la fin du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas une vue de l'esprit et que ce n'est pas purement théorique. Le risque de fin du capitalisme tel qu'on le connaît de nos jours existe parce que les principaux bénéficiaires du système sont en train de le tuer. Et que c'est sur ces excès que sont en train de surfer les populistes. Alors, Anonymous, vous vous souvenez forcément, le mouvement Occupy Wall Street, les indignés en France, en Espagne, aux États-Unis, les Nuits Blanches, place de la République. Vous vous souvenez de tous ces mouvements de protestation. Les millennials, la génération Z, les enfants nés depuis 1995, grosso modo, détestent le capitalisme. Ceux qui ont des enfants de 20 ans, comme moi, doivent, je pense, savoir ce que je veux dire. Mais c'est normal, parce que le capitalisme qu'ils connaissent aujourd'hui n'est pas du tout celui que mes parents ont connu après la guerre, la Deuxième Guerre, ou celui que nous avons connu dans les années 70 ou 80. Pendant le XXe siècle, le capitalisme qui a prévalu, c'était un capitalisme industriel. Il avait résolu le problème de la misère sociale qu'on connaissait au XIXe. Les patrons des entreprises, c'était soit des entrepreneurs un peu paternalistes. Dans les PME, on leur a assez reproché d'être paternalistes. Quelle erreur!
soit des primus inter pares, c'est-à-dire le premier de la classe. Le dirigeant, c'était un ingénieur ou un commercial salarié qui était issu du rang, ou non d'ailleurs, mais son salaire ne dépassait pas 20 fois le salaire moyen dans son entreprise. D'ailleurs, le banquier américain J.P. Morgan, John Pierpont Morgan, disait qu'il ne voulait pas traiter avec une entreprise dont le patron serait payé plus de 20 fois plus que son salarié de base parce qu'elle ne lui inspirerait pas confiance. Et c'était aux États-Unis. L'échelle est maintenant de 1 à 211 en moyenne, dans les entreprises cotées. Platon, lui, jugeait, donc il y a pas mal de siècles, qu'un écart allant de 1 à 4 était tolérable. C'est d'ailleurs curieusement lui qui se rapproche le plus du vécu des Français. Une étude de Piketty, qui commence à dater un peu, qui date de 1998, montre que le multiple acceptable par une majorité de Français est de 3,6. Disons le multiple entre le salaire d'une caissière et celui du cadre supérieur d'une grande entreprise. Autre caractéristique des dirigeants salariés du XXe siècle, du capitalisme industriel, ils étaient solidaires de leurs équipes. C'est-à-dire, en fait, ils savaient que si l'entreprise faisait faillite, ils se retrouveraient eux aussi à la rue. Donc, ils cherchaient à diversifier les risques. Si l'entreprise, par exemple, fabriquait des bateaux en plastique ou des jouets en plastique pour la plage, eh bien, ils faisaient en sorte de se diversifier dans les bottes en caoutchouc pour, au cas où l'été aurait été pluvieux, que l'entreprise ne se retrouve pas en difficulté. Mais voilà, la financiarisation de l'économie a balayé ce capitalisme industriel, cette société industrielle. Qu'est-ce qui nous a fait changer d'époque ? Eh bien, quelque chose qui passait relativement inaperçu à l'époque, une petite décision de Ronald Reagan au milieu des années 80. Il a décidé que les fonds de pension étaient désormais autorisés à investir massivement dans les actions des entreprises. En 1950, les fonds de pension et les fonds d'investissement détenaient 3% des sociétés cotées. Aujourd'hui, ils possèdent plus de la moitié du capital des sociétés cotées et même les 2/3 au Royaume-Uni. Les fonds de pension ont compris que la façon dont les sociétés étaient dirigées ne favorisait pas la distribution de gros dividendes. Alors, ils ont fait passer le dirigeant dans leur camp. D'abord, l'actionnaire n'a pas besoin que l'entreprise cherche à se diversifier pour réduire ses risques, puisque lui, il lui suffit d'acheter, en plus de ses actions dans la société qui fait des bateaux en plastique, d'autres actions chez un fabricant de bottes en caoutchouc. Et puis, c'est tout l'intérêt des marchés financiers. L'actionnaire peut diversifier son portefeuille pendant que les entreprises, elles se spécialisent pour avoir une meilleure productivité dans le produit qu'elles fabriquent. Et c'est donc à cette époque, au tournant des années 80, que les conglomérats trop diversifiés ont commencé à perdre de leur valeur en bourse et qui sont devenus la proie des raideurs. Aujourd'hui, il ne reste plus guère que les PME familiales pour continuer à diversifier leurs activités. Et pour cause, la valeur de l'entreprise, c'est le patrimoine de la famille. Donc personne n'a envie de le risquer pour une poignée de dividendes supplémentaires. Alors pour être certain que les entreprises seront gérées comme il le veut, le capitalisme financier, les actionnaires, donc on fait passer, je le disais, les managers dans leur camp. Alors comment ? Tout simplement en associant leur rémunération à la leur, c'est-à-dire avec des stocks options, avec des actions gratuites, avec des parts variables énormes, avec des parachutes dorés, etc. Le dirigeant a accepté le principe de spécialisation et de maximisation des rendements, et bien sûr les mesures impopulaires qui vont avec. Quand il fait des licenciements dits boursiers, au XXe siècle, il aurait réfléchi à 2 fois avant de licencier plus de gens qu'il en était nécessaire et avant d'arriver à la dernière extrémité. Et son destin étant dissocié de celui des salariés, il peut accepter tout cela. Le dirigeant du CAC 40 aujourd'hui fait partie donc du camp des actionnaires et sa rémunération peut aller jusqu'à 1000 fois celle du salarié de base. Là, il s'agit de Carlos Ghosn sur sa rémunération de l'année dernière. C'était 1000 fois le salarié à, je ne sais plus combien, à 1 900 € de chez Renault. La moyenne étant à 211 fois, comme je vous le disais. Sauf que ces sursalaires sont en train de casser la cohésion sociale. Ils sont acceptés, certes, en Assemblée générale par les actionnaires à 60% ou à 70%, mais ils sont acceptés à moins de 1% dans la population. Le package de départ de Georges Plassard, il y a encore 15 jours, vous avez dû le voir, a fait un scandale, mais sur pression du gouvernement, il a renoncé à être payé pour les 3,7 millions de sa clause de non-concurrence.
parce que cette fois-là, la vox populi l'a emporté sur la démocratie actionnariale. Et cela arrivera, à mon avis, de plus en plus souvent. Les bonus distribués par les grandes firmes de New York à leurs traders, qui avaient battu tous les records en 2006, donc juste avant la crise des subprimes, et qui bien sûr s'étaient effondrés en 2007 et ensuite avaient été très surveillés, eh bien ils viennent cette année de rattraper leur niveau de 2006, c'est-à-dire qu'ont été distribués par les grandes firmes de New York à leurs traders plus de 30 milliards de dollars de bonus. En France aussi, le nombre de banquiers millionnaires, c'est-à-dire ceux qui touchent plus de 1 million en rémunération, va atteindre cette année un nouveau pic. C'est une bombe à retardement. Parce que tous ces abus attisent le feu qui couve, et ces gens sont honnêtes. Il ne s'agit pas de malhonnêteté ici, hein. Ils ne veulent pas du tout ce qu'ils gagnent. Mais l'indécence de leur rémunération ébranle toute la société. Si encore ils donnaient du bonheur aux gens, comme Neymar ou comme Mbappé, enfin encore que Mbappé, on n'a pas dû en donner beaucoup aujourd'hui, mais on comprendrait s'ils donnaient du bonheur. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils sont là pour prendre les mesures impopulaires. Leur attitude est irresponsable. La question n'est pas de savoir ce que la loi exige, mais ce que l'éthique requiert au-delà de ce que la loi exige. Et ces salaires indécents ne sont pas le seul chiffon rouge, ils sont d'autant moins acceptés qu'ils vont de pair avec un retour du capitalisme sauvage. Alors, j'ai pris l'exemple de Patrick Drahi, le patron d'Altis, non pas parce qu'il est le seul ou parce qu'il est le pire, mais parce que j'ai travaillé dans son groupe pendant 1 an. Philippe le disait tout à l'heure, j'étais directeur adjoint de la rédaction de l'Express, donc l'adjointe de Christophe Barbier pendant 10 ans. Et toute la dernière année, on était sous le mandat Drahi. Et j'ai vu sa technique, qui consiste, quand il arrive dans une entreprise, à ne pas payer les fournisseurs pendant toute la première année, et lorsqu'ils viennent réclamer leur dû, eh bien, il leur dit, enfin, ses sbires disent, parce que c'est quand même pas lui, c'est 70% pour solde de tout compte, sinon rendez-vous au tribunal dans 5 ans. Moi, je ne pouvais plus travailler avec les agences photo ou les sociétés d'infographie parce qu'elles n'avaient pas été payées depuis 6 mois. Elles ne voulaient plus travailler avec nous. Je n'osais plus commander un dessin à un dessinateur parce que je savais qu'il avait 2 enfants à nourrir et qu'il ne serait pas payé pour le dessin qu'il allait me faire. J'ai vu aussi la manière dont les salariés ont été incités à partir. Le premier mois, avec des primes bien sûr, il y a quand même 106 journalistes sur 350 qui ont quitté l'Express. Dans l'esprit de nos nouveaux actionnaires, les gens étaient totalement interchangeables. Et chez SFR, où les mêmes méthodes ont été appliquées, avec les résultats qu'on sait, ils n'avaient pas hésité à comparer les salariés à des machines à laver, en faisant le parallèle entre la garantie sur l'emploi de 3 ans qu'ils leur donnaient et celle accordée par Darty sur son électroménager. La financiarisation de l'économie, c'est cette obsession d'obtenir 15% de rendement, ou entre 12 et 15%, disons, en ce moment, quand les taux d'intérêt sont à 0%. Ce sont les rachats d'actions et les distributions massives de dividendes plutôt que l'investissement dans de nouvelles activités. La financiarisation à outrance de l'économie, c'est cette obsession de greed, de cupidité, d'avidité, a conduit à la crise des subprimes. Mais on n'en a pas tiré les leçons parce qu'elle triomphe à nouveau et plus que jamais. Seule la phase de croissance actuelle masque ces dégâts. Ce n'est pas par hasard si les millennials cherchent un sens à leur job. Mais ce n'est pas tout. Je vous présente Günther IV. C'est le chien, hein. Günther IV, c'est un berger doublement allemand. Il est allemand, mais il est aussi allemand. Günther IV possède 372 millions d'euros. Il les a hérités de son père, Günther III, qui les tenait lui-même de sa maîtresse, au sens strict du terme, la comtesse Carlotta Liebenstein. Günther, comme vous le voyez, a un penchant pour le caviar et pour les bimbos. C'est lui qui a racheté la maison de Madonna à Miami, par exemple. Alors Günther aime aussi les conseillers fiscaux. Il a créé des trusts anonymes qui sont gérés par la Banque du Liechtenstein afin d'échapper au fisc allemand. Mais en février 2008, patatras, a trop flirté avec les paradis fiscaux, il s'est fait prendre la patte dans le sac. Il s'est retrouvé avec 1400 de ses compatriotes, allemands, mais c'était plutôt des homo sapiens, ceux-là, sur la liste des fraudeurs lorsque la bulle des subprimes a éclaté. Alors on ne sait pas si ces fiscalistes ont fini en prison ou si les croquettes ont remplacé le beluga,
mais la seule certitude, c'est que Gunther, comme tous les adeptes des paradis fiscaux, met en danger le capitalisme et la démocratie. Il n'est pas le seul, évidemment. Hein. Vous vous rappelez la phrase de Sarkozy après le sommet du G20 en 2009 ? Les paradis fiscaux, c'est fini. De fait, il y a eu des avancées. Tous les petits fraudeurs du dimanche, assez inoffensifs, qui avaient un compte en Suisse, ont dû passer par la cellule de régularisation de Bercy. Il y a eu des listes noires qui ont pu être dissuasives. Mais les gros fraudeurs, ceux-là sont partis à Singapour ou à Hong Kong. Et les paradis fiscaux triomphent plus que jamais. On le sait bien, Google, Apple, Facebook, Amazon ne payent quasiment pas d'impôts parce qu'ils savent optimiser tout à fait légalement leur fiscalité. Grâce au Luxembourg pour Amazon, un paradis fiscal qui perdure au sein même de l'Europe, grâce à l'Irlande, aux Pays-Bas, Re-Irlande et Bahamas pour Google, etc., etc. Il n'y a quasiment plus de paradis fiscaux, nous dit-on, sauf que les GAFA ne payent quasiment pas d'impôts. Les entreprises sont plus fortes que les États. Et les États laissent les entreprises être plus fortes qu'eux. Cela aussi, ça casse la cohésion sociale et ça dégoûte les citoyens. Vous ne pouvez pas aller dans une soirée photo communale sur l'architecture au Yémen, hein, c'est du vécu, sans qu'au moment des questions viennent les paradis fiscaux. Alors, vous ne voyez pas le rapport, mais il n'y a rien à faire. Dans tous les débats, je peux en animer des dizaines tous les ans, il y a toujours à la fin une question sur les paradis fiscaux. C'est presque un nouveau point de Goodwin. Vous savez, comme dans les conversations, on finit toujours par arriver à Hitler. Et bien là, maintenant, dans toutes les conversations, on finit toujours par arriver aux paradis fiscaux. Et pour cause, tous les citoyens ont le sentiment de payer des impôts à la place des banques et des entreprises qui utilisent les paradis fiscaux pour réduire leur fiscalité, par le biais notamment des prix de transfert. Les paradis fiscaux, évidemment, ont joué un rôle considérable dans la crise de 2008, puisque beaucoup de subprimes titrisés étaient logés dans des paradis fiscaux, ce qui contribuait à l'opacité. Mais rien n'a changé. On laisse prospérer ces paradis au sein même de l'Europe. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a monté lui-même le dispositif au Luxembourg et il l'a fait prospérer pendant 20 ans quand il était ministre des Finances, puis Premier ministre. Les affaires, les Panama Papers, les LuxLeaks, les SwissLeaks, les HSBC, etc., sont multipliées depuis 2008 et l'opinion publique est outrée. Le Monde fait des super tirages à chaque fois qu'il sort une nouvelle affaire. Et à chaque fois, les politiques font des promesses et à chaque fois, des mesures symboliques sont prises et rien ne change. Et la colère monte, pas dans les rues, mais dans les urnes. Quatrième image choc, quatrième facteur de destruction du système, ce monsieur qui est assis devant Kennedy le jour de l'attentat à Dallas. Vous voyez, il est légèrement caché par le pare-brise. Il a été touché un petit peu à la cuisse et au poignet. Son nom est John Connolly. Eh bien, John Connolly était donc gouverneur du Texas. Il fut ensuite secrétaire d'État au Trésor sous Nixon. Mais vous ne le savez peut-être pas, c'est lui qui a dit la phrase fameuse « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème ». Il a dit ça aux Européens qui se plaignaient, bien sûr, des fluctuations incessantes des dollars. Pas seulement... pourquoi je parle de lui d'abord ? Parce que depuis que Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or en 1971, le monde est entré dans une ère de déséquilibre. Pas seulement parce que les Américains peuvent faire du déficit et de la dette sans être pénalisés et qu'ils en profitent. Mais la porte a été ouverte à tous les dérèglements et à toutes les spéculations. Les crises financières qui avaient disparu depuis Bretton Woods, depuis 1944, elles se sont multipliées depuis 1971. Ça a commencé avec la crise du pétrole en 1973, c'était une réaction de l'OPEP à une forte baisse du dollar. Puis au début des années 80, la crise de l'Amérique latine, donc une décennie de marasme. Puis le krach d'octobre 87 avec l'effondrement de Wall Street, 22% en une seule journée de cotation. 2 ans plus tard, le marché des junk bonds, des obligations pourries, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'est effondré. Après, il y a eu les 1500 caisses d'épargne américaines qui ont été mises en faillite. En 90, la bulle boursière qui explose au Japon, avant que les prix de l'immobilier ne s'effondrent. La bulle immobilière aussi a explosé en France, au Royaume-Uni. En 94, le Mexique a connu une grave crise financière. En 98, la crise économique asiatique est provoquée par la remontée accélérée du dollar. Les emprunteurs en dollars se retrouvent en difficulté, ils ne peuvent plus rembourser, leur défaillance fait tache d'huile. Cette crise poussera les pays d'Asie à accumuler des réserves de dollars pour ne plus avoir à obéir aux diktats du FMI.
En 2000, c'est la bulle Internet qui explose aux États-Unis. En 2001 et 2002, le peso argentin, le réal brésilien craque. Puis la bulle de subprime en 2006-2007, suivie de la crise de l'euro en 2009, qui va durer 2 ans, jusqu'à l'intervention de Mario Draghi, qui promettra de faire « whatever it takes », les 3 mots magiques, tout ce qu'il sera nécessaire de faire pour que l'euro tienne bon, et nous a ainsi résolu la crise. En comparaison, les 5 ans que nous venons de vivre sont un voyage de santé. Mais vous remarquez qu'il y a une crise tous les 4-5 ans, entre 4 et 7 ans, disons. Non, je n'ai malheureusement pas le temps d'en faire la démonstration ici, mais tout part de ce décrochage de 1971. Les flux financiers n'ayant plus de rapport avec les flux de production, les produits financiers sont mis à foisonner sans rapport avec l'économie réelle, sans sous-jacent. Michel Rocard, notre ancien Premier ministre, pesait ces mots lorsqu'il disait que les financiers qui inventent ces produits sophistiqués commettent un crime contre l'humanité. Le monde a besoin d'une régulation forte. Barack Obama avait poussé pour mettre en place quelques règles, ténues, insuffisantes, mais Trump est en train de déréguler. Il a détricoté, et le vote a eu lieu là, le 22 mai, il y a un mois, la loi Dodd-Frank, qui avait été votée après la crise de 2008 et qui ne s'applique désormais qu'à 13 banques américaines sur 5000. Les autres pourront s'exenter des règles sur les fonds propres, sur la liquidité, et n'auront plus de stress test. On peut dire qu'il a posé les fondements de la prochaine crise financière, peut-être plus violente que celle de 2007, parce que les États ne pourront plus utiliser les politiques non conventionnelles, le quantitative easing, puisqu'ils les utilisent déjà. Alors, tout cela arrive dans un contexte dangereux pour les pays occidentaux, parce qu'il remet en cause ce qui constitue le socle des démocraties, les classes moyennes, qui sont en train de disparaître. Au tout début de la société industrielle du XXe siècle, dont je parlais tout à l'heure, la distribution des revenus formait une pyramide. Les petits revenus étaient nombreux et les riches étaient juste sur une pointe. Peu à peu, elle s'est transformée en montgolfière, c'est-à-dire moins en moins d'ouvriers, de pauvres, un nombre de riches relativement stable et des classes moyennes qui gonflaient, donc de plus en plus nombreuses. Et on sait que les classes moyennes sont le socle des démocraties. Mais depuis la financiarisation de l'économie, qui est pour moi davantage responsable que la mondialisation, parce que la mondialisation n'a pas provoqué de désindustrialisation dans tous les pays. Regardez l'Allemagne, regardez la Suisse, regardez les pays nordiques. Donc la montgolfière, à cause de la financiarisation de l'économie, se transforme peu à peu en sablier. Une partie de la population s'enrichit sans cesse, mais une autre partie s'appauvrit tendanciellement. Et c'est difficile de passer d'une catégorie à l'autre, beaucoup plus qu'à l'époque où on montait marche par marche la pyramide, ou a fortiori le montgolfière. L'ingénieur ou le cadre de l'industrie voit aujourd'hui ses enfants, pourtant diplômés, se contenter de jobs dans les services, moins bien payés, au point où, en région parisienne, ils n'arrivent pas à se loger. C'est la disparition de l'ascenseur social, de l'espoir de progression sociale. Pendant les 30 Glorieuses, on était habitué à ce que ces enfants aient une situation meilleure que la vôtre. Et ça, ce n'est plus vrai. La quatrième révolution industrielle, qui est celle du numérique, des algorithmes, de la connectivité, n'arrange évidemment rien, puisque le progrès numérique se substitue au travail et que le robot et les chatbots menacent les emplois. Mais pas n'importe lesquels. En premier lieu, ceux qui se situent au milieu de la chaîne de production et qui regroupent les travailleurs dotés d'un certain degré de compétence, c'est-à-dire les classes moyennes. 6e image choc, Trump lui-même. Il a été élu en grande partie à cause de la paupérisation des classes moyennes industrielles aux États-Unis, le mécontentement étant alimenté par les chiffons rouges que j'ai évoqués au début et qui sont les mêmes qu'en Europe, bien sûr. Cet homme nuit à la planète. Cet homme nuit au commerce, cet homme nuit au débat public. On ne lui avait pas encore reproché de nuire au capitalisme parce qu'il a comblé les marchés financiers en baissant l'IS. Mais s'il déclenche une vraie guerre commerciale, à force de surenchère avec la Chine ou avec l'Europe, les entreprises américaines aussi vont souffrir. Déjà, les Chinois menacent de faire une guerre monétaire. Alors certes, on n'en est pas là. Il mise sur le fait que les autres vont être beaucoup plus raisonnables que lui. Et il n'espère même pas réduire le déficit commercial. En fait, ce qu'il fait, c'est envoyer un message aux électeurs américains dans la perspective des élections de mi-mandat qui arrivent à la fin de l'année. Et puis, il est vrai aussi que les mesures protectionnistes n'ont pas commencé à son arrivée. L'OMC montre qu'elles augmentent depuis 2009, toujours 2009.
7000 mesures de protection ont été adoptées par les 60 plus grandes économies du monde depuis l'éclatement de la bulle financière. Et cela n'a pas empêché la croissance de revenir. Mais une vraie guerre commerciale pourrait plomber la croissance mondiale et précipiter une forme de démondialisation. Il faut savoir qu'une certaine démondialisation est déjà à l'œuvre, mais celle-là ne vient pas d'une baisse du commerce. Le commerce a fortement progressé, je pense que vous avez dû le voir pendant la journée, mais en 2017, plus de 4,7%, et ça restera au-dessus de 4% en 2018, alors que les années d'avant, il croissait moins vite que le PIB mondial. Non, cette démondialisation, elle provient d'une chute des rachats d'entreprises et des investissements à l'étranger. Les investissements étrangers directs s'effondrent. Alors certes, pas en France, où ils reviennent plutôt, notamment avec tout le battage que fait notre président, mais si on regarde au niveau mondial, 400 milliards d'euros se sont évaporés depuis le maximum, le sommet de 2007. Cette baisse des investissements industriels, donc des délocalisations aussi, est due notamment au fait que les grands principes du manufacturing sont caducs. Les grands principes du manufacturing, il y en a deux essentiellement, c'est la recherche des économies d'échelle et la recherche des coûts de main-d'œuvre les plus faibles. La recherche des économies d'échelle poussait à aller faire des très très grosses usines en Chine, alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, vous pouvez faire en France ou ailleurs des petites unités de production beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, mais qui reviennent avec des coûts qui ne sont pas très supérieurs à ceux que vous avez en Chine. Et de même, la recherche des coûts de main-d'œuvre, elle était valable quand les Chinois étaient payés 10 fois moins que des Français. Mais aujourd'hui, on le sait, les coûts de production, les coûts de la main-d'œuvre en Chine ont monté, même s'ils n'égalent pas ce qu'on peut avoir nous ici, mais ils ont sérieusement monté. C'est le plus grand paradoxe de ces dernières années, de ces années post-subprime. La croissance mondiale est de moins en moins portée par la mondialisation. Ce changement d'époque se faisait donc en douceur, insensiblement, avant l'arrivée de Trump, mais s'il finit par provoquer une baisse des échanges, le spectre de la Grande Dépression des années 30 ressurgira. Il pourrait à tout le moins faire ressurgir un des vieux serpents de mer des économistes, un serpent de mer qu'on avait beaucoup sorti en 2007, 2008, 2009, qu'on a rangé au placard depuis 2014 avec la reprise de la croissance mondiale, et ce qu'on appelle la stagnation séculaire. Beaucoup d'économistes, comme Robert Gordon, un universitaire américain, qui l'a remis à la mode juste après la crise des subprimes, sont convaincus que la croissance n'a été qu'une parenthèse heureuse qui aura duré grossièrement 2 siècles et demi, entre 1750 et 2000, grosso modo, de la première révolution industrielle à nos jours. En effet, avant la première révolution industrielle, il n'y avait pas de croissance. Un pays ne voyait sa production augmenter qu'en fonction de la démographie, du nombre de bras qu'il pouvait produire dans les champs. Donc, plus il y avait de bras, plus il y avait de production agricole. Et donc, le taux de croissance moyen, donc du Moyen-Âge au XVIIIe, était à peu près de 0,2%. Avec l'arrivée de la machine à vapeur, du moteur à explosion, de l'électricité, de l'eau courante, la productivité a fait des bonds énormes, provoquant une croissance forte, de 2, 3, 4, 5% l'an, et indépendante de la démographie. Mais au début des années 2000, les effets de toutes ces inventions ayant commencé forcément à diminuer, la croissance s'est remise à baisser tendanciellement dans les pays occidentaux, pas dans ceux où il y a rattrapage, évidemment. Pour Gordon et pour d'autres, la 3e et la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution informatique puis la révolution numérique, ne se voient pas dans les chiffres de productivité. Internet et le smartphone n'ont pas un effet aussi spectaculaire sur la productivité que l'eau courante, l'électricité. Donc, la croissance actuelle n'est liée qu'à des bulles et pourrait revenir durablement à des niveaux faibles. Ce que disait le patron de PayPal, Peter Thiel, disait « On voulait des voitures volantes, on a eu les 140 caractères de Twitter. » Qui échangerait les toilettes et l'eau courante contre l'ordinateur et le haut débit? Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Pour les optimistes, la robotisation, la connectivité, le big data n'en sont qu'aux prémices et pourraient provoquer des hausses de productivité spectaculaires. Grosso modo, les voitures volantes arrivent. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Excusez-moi. Jusqu'ici, tout va bien. On est encore au 10e, au 9e, au 8e étage. Mais on approche du sol. Les populistes sont élus parce que les citoyens sont dégoûtés. Pas seulement par l'afflux de migrants, comme en Italie. Aux États-Unis, les Mexicains n'étaient
pas du tout le problème. Le problème, c'était ras-le-bol des fermetures d'usines, de la disparition de l'ascenseur social et de la montée des inégalités. Les migrants se greffent sur ces problèmes. Mais dans un tel contexte, les abus de quelques-uns font figure de provocation. En France, on est passé quand même tout près d'un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. En Angleterre, le Brexit a été l'œuvre des populistes britanniques et partout, les populistes gagnent du terrain. Si l'on veut empêcher la fin du social-libéralisme tel qu'on le connaît, que peut-on faire ? Comment aller contre ce dégoût du capitalisme qui est pour moi le phénomène majeur de ces 10 dernières années et le principal risque pour les suivantes ? Je cite juste 5 pistes sans les développer. Pour éviter la révolte des salariés, telle que la raconte Patrick Artus, il faut pousser les entreprises à partager la valeur ajoutée et mettre davantage de salariés dans les conseils d'administration. Je précise que ce livre est écrit donc par un des meilleurs économistes français, directeur des études économiques de la banque Natixis. Ce n'est pas un conseiller de Mélenchon. Les salariés au conseil d'administration, ce serait doublement vertueux. Eux comprennent les nécessités économiques, et puis les dirigeants, eux, n'osent plus faire passer les mêmes packages. Certains dirigeants, d'ailleurs, ne veulent plus donner cette image d'eux-mêmes, de profiteurs du système. Il y a pas mal de patrons nordiques qui sont montés au créneau pour dénoncer eux-mêmes l'indécence de leur salaire. Il y a Emmanuel Faber de Danone qui prône un capitalisme responsable, qui distribue des actions aux salariés. Mais combien de Drahi et de Carlos Ghosn pour un seul Faber ? Autre piste, ça c'est l'action Altis l'année dernière. L'autre piste, c'est laisser les capitalistes sauvages se faire démolir par les marchés. Parfois, il y a une justice. Mais bon, plus globalement, plus sérieusement, il faut évidemment, pour la finance, réguler. Et notamment tout ce qui est shadow banking. Les hedge funds, les fonds du marché monétaire, les fonds de gestion de fortune, toutes ces officines financières qui n'ont pas l'appellation de banque, mais qui peuvent faire aussi couler le système parce que leur job est de spéculer. Rien n'a été fait pour réguler cette finance de l'ombre qui pèse aujourd'hui plus de 100 000 milliards de dollars et vers laquelle s'est déplacé le risque qui était sur les banques. Plus on a contraint les banques, plus elles ont eu tendance à réorienter leurs actifs et leurs opérations risquées vers cette nébuleuse qui n'est pas sujette aux mêmes contraintes parce qu'ils ne reçoivent pas des dépôts des particuliers. Cette finance parallèle, elle est évidemment procyclique, c'est-à-dire qu'elle aggraverait la crise plutôt que de faire contrepoids. Elle représente un risque systémique. L'étincelle peut venir de n'importe où. Ce furent les subprimes immobiliers en 2007, mais aux États-Unis aujourd'hui, il y a au moins 3 risques du même type. Il y a les crédits immobiliers, à nouveau, il y a les prêts auto, qui sont aussi une énorme bulle, une bombe à retardement, et puis il y a les prêts étudiants, qui eux aussi ont atteint des niveaux records. Si on en additionne les 3, cela fait 13 000 milliards de dollars. 4e piste, prier. Ce n'est pas parce que Macron est chez le pape aujourd'hui, ce qui me vaut l'honneur d'être avec vous, mais prier pour que Trump perde les élections. Peut-être pas lors des mi-termes, parce que je pense que sa politique de grande gueule plaît à ses électeurs, mais dès que la guerre commerciale aura des effets concrets, eh bien les lois du marché vont forcément fonctionner. La National Retail Federation a calculé que 455 000 emplois américains étaient menacés par les dernières mesures contre la Chine, sans parler bien sûr de la hausse du prix prévisible pour les produits de base. Autre piste, éradiquer les paradis fiscaux. Le prix Nobel Joseph Stiglitz le dit sans ambages, les paradis fiscaux ne continuent d'exister que parce que les États-Unis et l'Europe ont décidé de détourner le regard. C'est le prix Nobel qui le dit. Il faut débrancher les paradis fiscaux du système financier mondial. Concrètement, il faut déclarer illégale la détention d'un compte dans un paradis fiscal ou le fait d'être actionnaire ou administrateur d'une société qui est installée. Si on ne fait rien de tout cela, et pour terminer, que va-t-il se passer ? Première hypothèse pessimiste. Le triomphe des populistes et donc la fin du capitalisme tel qu'on le connaît, avec au choix un destin à la vénézuélienne, c'est-à-dire on commence par une sorte de communisme qui provoque l'étouffement de l'économie, ou un destin à la chinoise, c'est-à-dire un capitalisme d'État, matiné de secteur privé, mais pas un État de droit. Parce que la surveillance empire en Chine avec le numérique, la reconnaissance faciale et le big data. En 2020, 1,3 milliard de Chinois seront notés sur leur comportement, ce qu'on appelle le crédit social. Aujourd'hui, il y en a déjà 150 000 qui sont notés. Un journaliste racontait
chinois, donc, qui a été accusé de diffamation, s'est aperçu un jour en allant prendre un billet de train pour aller dans sa province natale qu'il ne pouvait plus prendre un billet de train. Il s'est aperçu ensuite qu'il ne pouvait plus faire de crédit. Et en fait, il a renseigné et il a appris qu'il était mal noté, simplement. Et en Chine, aujourd'hui, quand vous traversez, enfin ça dépend des villes, mais dans certaines villes, quand vous traversez la rue alors que le petit bonhomme est rouge, quand vous êtes à pied, eh bien, votre photo s'affiche sur les arrêts de bus avoisinants tout le temps que vous n'avez pas payé l'amende que vous devez. Et si vous ne la payez pas, votre note, évidemment, baisse. C'est d'une espèce de... C'est plus un permis auto à points, c'est un permis de vivre à points, quoi, grosso modo. Et quand vous avez perdu suffisamment de points, comme vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus louer de voiture, vous ne pouvez plus faire de crédit. Et j'imagine que ça peut aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, je vous disais, 150 000 personnes sont notées comme ça en Chine, mais ils espèrent pour 2020 que tout le monde sera noté, tout le monde aura son crédit social. Est-ce le destin qu'on a envie de connaître ? En tout cas, il faut savoir que depuis la crise des subprimes, la démocratie a régressé dans 80 pays et ne s'est améliorée que dans 27 pays. Alors, deuxième hypothèse, l'hypothèse optimiste. Ce que disent certains économistes, on saura gérer la prochaine crise comme on a su gérer la précédente, qu'elle soit financière ou sociale. On trouvera des solutions. OK, à voir. Pour conclure, je pense que le plus simple serait quand même de l'empêcher de survenir. Je l'ai dit, toutes les mesures, éradication des paradis fiscaux, modération salariale des grands CEO, régulation financière, etc., passent par un multilatéralisme fort. Le problème des migrants, comme celui de la transformation du capitalisme pour le rendre meilleur, sont de l'ordre d'une coopération mondiale. Or, nous prenons le chemin inverse. Pourquoi ? Parce que nous assistons à une éclipse, un crépuscule du leadership moral anglo-saxon. Les Anglais s'affaiblissent et les Américains s'isolent. Si, économiquement, l'Amérique continue d'imposer sa loi, grâce au dollar et grâce au GAFA, son soft power et son leadership moral sont en train de rétrécir à grande vitesse. Quant aux Anglais qui ont si longtemps prospéré grâce à leur ouverture sur le monde, eh bien, le Brexit va les replier sur eux-mêmes. Il y a donc un momentum pour l'Europe. L'Europe est la première puissance économique mondiale, on le sait, la première puissance commerciale mondiale aussi. Or, faute d'unité politique, elle reste un nain. Et l'euro reste un nain, alors qu'il devrait être aussi puissant que le dollar. Si vous me permettez, pour terminer vraiment, une envolée lyrique, la meilleure solution pour peser dans le monde, c'est-à-dire pour ne pas être obligé d'obéir aux diktats américains, pour imposer nos règles au GAFA, pour promouvoir la tech for good, c'est-à-dire l'éthique dans l'intelligence artificielle, la protection des données personnelles, à la manière européenne, pour être surtout la puissance monétaire régulatrice, ce serait de faire enfin l'Europe. Pas forcément avec Macron pour président de l'Europe fédérale, comme Time l'imagine déjà. Cela dit, c'est peut-être son but à moyen terme. Il n'a que 40 ans, donc il a le temps, dans 20 ans. Mais disons en commençant très vite par l'Europe de la défense. Parce qu'une défense commune, au moins autant qu'une fiscalité commune, ce serait le socle pour peser et être respecté au moment où Trump va sûrement se désengager de l'OTAN. Alors ça peut paraître un peu surréaliste, c'est militaire, après un exposé à dominante financière, mais beaucoup de problèmes seraient résolus si on pouvait répondre à deux questions. L'Europe, quel numéro de téléphone ? Et l'Europe, combien de divisions ? Je vous remercie de votre attention. Merci Christine de cet exposé particulièrement décapant et qui, je pense, a fait énormément de bien à tous nos amis assureurs, d'autant plus qu'il y a quand même quelques points de divergence entre nous, mais pour ceux qui m'avaient subi ce matin, vous retrouverez quand même un certain nombre de points de convergence. Alors, comme nous n'avons plus totalement de contraintes footballistiques, peut-être pouvons-nous, pour une fois, donner un peu la parole à la salle. Y a-t-il des questions dans la salle? Et je remercie tous ceux qui sont restés fidèles. Frédéric, à vous. Monsieur. Voilà.